Voilà. Bonjour. Bonjour Béatrice. Alors, comme on se l'est dit, si pour une raison de santé, on doit faire une pause dans l'interview, on le fera bien tranquillement, de façon à ce que ce soit fluide et confortable. D'accord, ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Merci. Et, et cela dit, je vous invite à nous dire votre nom et à quel endroit vous vous situez actuellement. Donc, je m'appelle Stéphane Vittard et je suis échal-thérapeute à Rouen. Qui êtes-vous comme personne, Stéphane? Ça veut dire, ça regroupe l'ensemble de vos qualités, de vos intérêts, vos passions. Ah oui, C'est vraiment un sens très large et d'accord. vous le prenez par Le où bout que vous je veux. voulez. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais dire de qui je suis? Je crois que je suis une personne sensible qui a une vie un peu chaotique. Et je crois que ce qui m'intéresse le plus en ce moment dans ma vie, c'est d'avoir des relations affectives, sincères, nourrissantes avec les autres et avec moi-même. Sinon, dans mes centres d'intérêt, j'ai toujours aimé au moins trois choses. J'aime beaucoup les sciences. J'ai fait une première partie de ma vie dans les sciences. Ah oui? J'aime beaucoup la psy, évidemment, puisque je suis là. Et j'aime aussi beaucoup l'art, qui est c'est probablement la partie que j'ai la moins travaillée dans ma vie, mais notamment j'aime beaucoup la peinture et la sculpture. Ah. C'est pour ça que j'ai eu cette impression derrière vous. C'était déjà là. Quand je vous ai dit que j'aimais bien ce fond derrière, on aurait dit une peinture, c'était là. Oui, j'aime bien la couleur, oui, j'aime bien les Mm. couleurs, bien jouer avec les couleurs. Et donc, vous peignez pour vous? Vous êtes. Alors, j'ai peint à une époque de ma vie, mais c'est assez lointain maintenant. J'ai peint au début de ma vie d'adulte. Je faisais de la peinture abstraite, du dessin, mais la vie a fait que j'ai un peu mis de côté cette partie. Il y a à peu près au début de ma vie de thérapeute, c'était il y a bientôt 9 ans, j'ai commencé à apprendre à sculpter. J'ai commencé à apprendre à sculpter sur bois et à faire de l'ornementation. Oh, d'accord. Et vous continuez ça? Non, j'ai mis de côté et peut-être un jour je reprendrai. Ah oui, et Ah, j'aime aussi beaucoup bricoler, travailler dans le bâtiment. J'aime la matière, j'aime faire du béton, de la charpente, de l'électricité. donc vous êtes J'aime. habile de vos doigts. Ça va. Je me débrouille à peu près de mes doigts. Oui. Donc, vous avez l'univers intellectuel qui est très ouvert, mais aussi un rapport au monde très concret par le biais de vos mains et de vos Alors, sens. oui, j'ai un rapport au monde très concret par rapport aux mains et au sens, mais aussi au corps en général. J'ai fait pas mal de yoga dans ma jeunesse et je suis, par exemple, très sensible à l'aspect psychocorporel de la Gestalt. D'accord. Que je travaille, je dirais, qui est mon fond qui est mon fond en fait, avec lequel je travaille. D'accord. Vous disiez que vous veniez des sciences. Quelles sciences vous ont attiré et qu'est-ce que vous êtes allé explorer dans les sciences? Eh bien, j'ai été électronicien. En fait, je me suis principalement intéressé à électronique, mathématiques et informatique. Bon, ça a commencé très jeune. En fait, quand j'étais ado, je fabriquais des avions et j'ai aussi passé des petits examens d'aéronautique. J'étais intéressé par la théorie et la mise en œuvre. Et en fait, j'ai continué, j'ai appris l'électronique. Et donc, j'ai été électronicien, j'ai fait de la maintenance, j'ai aussi fait du développement et j'ai fabriqué des appareils, j'ai inventé des appareils électroniques. Et ensuite, j'ai été prof de maths parce que j'aime beaucoup les mathématiques. Et ensuite, j'ai été ingénieur en informatique. Et ensuite, thérapeute. Ah, quel parcours! Mais alors, du coup, euh, euh,
J'ai envie de vous dire, mais comment vous êtes arrivé à la Gestalt, en fait, c'est intéressant Alors quand ça, même. c'est vraiment l'autoroute pour moi et c'est très simple. En fait, quand j'étais bien jeune, j'étais plutôt dans un très grand chaos, une très grande détresse. Et j'ai commencé ma thérapie donc à l'âge de 24-25 ans avec Pierre Janin. J'ai eu la chance de rencontrer Pierre Janin dans mon parcours et Brigitte Martel, qui sont mes deux piliers de thérapeutique éternelle et de lien éternel. Mm. Et donc, je crois que je peux dire que la Gestalt thérapie m'a sauvé la vie. Je crois qu'on peut dire ça. M'a évité de devenir fou. Et non seulement je ne suis pas devenu fou, mais en plus, j'ai réussi à faire quelque chose de ma vie. C'est quand même assez génial. C'était pas gagné quand j'avais 25 ans. Oui. Et, et justement, j'imagine que quand vous évoquez ça, le risque de devenir fou, il y a eu des situations qui ont été difficiles. Et quelles ont été, est-ce que vous pourriez nous dire, sans forcément décrire la situation en soi, mais quel a été le support pour vous, intérieur ou extérieur, pour pouvoir traverser ce moment-là? Vous parlez donc de figures là, de thérapeutes, mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses ou des choses à l'intérieur de vous qui vous ont permis Ah de oui. supporter, traverser, de trouver autre chose, un chemin dans ce noir? Mais il me semble que j'ai relativement survécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Et ce qui était en ma faveur, c'est que j'avais une bonne qualité d'introspection. Et je me souviens que j'ai commencé à comprendre, c'est rigolo, je me souviens que j'ai commencé à comprendre ce que ça voulait dire le travail psychologique à l'âge de 11 ans. C'était Et très jeune. j'étais en famille avec mes parents et des cousines et des cousins. Et je me dis, ah oui, tiens, il se passe tel truc. Et je me suis regardé, je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et je me suis dit, bah oui, tu es en train t'es en train de faire de la psychologie ou de t'intéresser à la relation entre les personnes. Et je me souviens avoir élaboré en jeune ado, avoir compris des scénarios relationnels entre les uns et les autres dans ma famille. Donc, votre aptitude à être en position d'observateur et une position d'analyse peut-être d'une situation a été quelque chose qui vous a protégé. Est-ce que c'est juste si je dis ça comme ça? Est-ce que ça a été une de vos ressources, cette capacité à prendre du recul ou voir ou sentir? Alors, est-ce que ça m'a protégé? Disons que ça m'a permis d'enclencher le travail thérapeutique. J'imagine que si je n'avais pas eu cette qualité d'introspection, je n'aurais pas pu m'engager dans la thérapie et donc pas me sauver, avoir une vie meilleure. Mm. À ce titre, j'ai un souvenir assez rigolo, c'est que quand j'avais 17 ans, à un moment de ma vie, j'étais mutique. Et donc, je ne parlais plus du tout. Et donc, bon, ma mère, qui n'était pas très soucieuse de moi, un jour m'a quand même dit, bon, il y a quand même quelque chose qui ne va pas avec ce garçon, on va quand même l'envoyer chez un psy. C'était en 1976 ou 77, quelque chose comme ça. Donc, c'était assez, pour l'époque, pour une fois, ma mère a eu un intérêt pour moi, donc c'était quand même assez extraordinaire. Et puis, donc, elle m'a envoyé chez un psychanalyste. Et je me souviens de la scène, j'étais à un bureau avec un psychanalyste qui avait des moustaches et qui passait son temps à faire ça. Voilà, il tournait légèrement ses moustaches comme ça, il y avait sa pendule qui faisait tic-tac derrière lui. Et je me suis emmerdé comme un rat mort pendant les 2 séances. Je suis revenu à mes parents, je leur ai dit, non mais arrêtez de payer, hein, c'est nul. Donc voilà. Bon, après, beaucoup plus tard, j'ai rencontré Pierre. Dans un premier temps, j'ai fait mon thème astral. Il m'a fait mon thème astral, en fait. Oui, c'est vrai qu'il s'intéresse beaucoup, beaucoup Voilà, à aussi, l'époque, entre autres. il faisait de l'astrologie. Et donc, suite à ça, je me suis dit, bah, dis donc, il est drôlement bien celui-là, je pense qu'il pourrait bien me sauver la peau. Et donc, j'ai décidé d'entamer un travail avec Pierre Janin. Je n'ai jamais lâché de ma vie cette relation avec Pierre Janin, avec qui je fais des choses maintenant. Comment dire? On a fait un groupe notamment sur les réflexions sur les questions existentielles. Et je me régale de faire ça avec lui. C'est vraiment chouette. Oui. Je vois que ça a été une figure
importante pour vous, une influence peut-être, je pourrais dire ça. Est-ce qu'il y en a eu d'autres dans votre vie, des influences, mais pas forcément de Gestalt, en général? Qu'est-ce qui vous a aidé à vous construire ou vous a donné des repères ou... Alors, les repères sont de deux ordres. Il y avait les personnes présentes à un instant donné de ma vie. Je pense à Pierre Janin et Brigitte Martel, qui étaient mes deux piliers. Et il y a aussi, un jour, je me suis mis dans la psychologie jungienne. C'est d'ailleurs Pierre qui m'avait encouragé à lire Jung. Et ben, ça a été un pilier, Jung, la découverte de l'inconscient collectif et du plus grand que soi. Ça m'a vraiment, ça m'a transpercé à l'époque. Je me souviens quand j'avais 25 ou 30 ans, je lisais les livres de Jung, ça faisait des révélations. Alors voilà, Pourquoi ça c'est l'inconscient collectif? Oui, je suis intriguée. En quoi l'inconscient collectif a été une révélation, cette notion-là? parce que ça veut dire qu'en gros, on en était tous au même endroit de partager les mêmes épreuves sur la Terre. Les humains traversent tous à peu près les mêmes épreuves, et notamment dans la symbolique des rêves. Ce qui est dit dans l'inconscient collectif, c'est que les symboles vont avoir à peu près avec les mêmes problématiques, quelles que soient les civilisations. Donc ça, c'est l'aspect universel, en fait, qui m'a intéressé. Je me dis, bah oui, tiens, on n'est pas que deux à vivre ça, c'est à peu près 7 milliards. Ça fait du bien de se sentir, je trouve, relié dans ces moments. C'est aussi la fonction de thérapie de groupe quand on arrive. Moi, je me souviens d'être Voilà, c'est arrivée ça. en thérapie. C'est ça, Ouais, hein? ouais, c'est exactement ça. La révélation, ça a été la thérapie de groupe. Et je me souviens d'expériences extraordinaires en thérapie de groupe, d'avoir été pris dans les bras, par exemple, d'une façon sincère. Et c'était une véritable révélation. Ça m'a vraiment construit, ça a reconstruit en fait les étapes du développement affectif que malheureusement je n'avais pas eu de façon très solide dans ma jeunesse. Mais effectivement, la thérapie de groupe, pour moi, a une vocation, c'est presque magique, quoi, le travail de groupe. C'est très réparateur, en tout cas. Très réparateur par la relation qu'on remet sur le tapis et qui se joue autrement que ce qu'on a connu. Ça, c'est le meilleur de votre souvenir thérapeutique, ça? Oui. Ouais. Et le pire, c'est quoi? Est-ce qu'il y en a un que vous n'avez pas aimé du tout, un que vous déconseilleriez, un qui vous a construit d'une autre manière aussi, peut-être qui vous a appris autre chose, mais pas de façon agréable? Bah, c'était les tout débuts où j'ai été confronté au vide parce que je ne savais pas par quoi commencer, étant donné que j'étais quelqu'un qui parlait peu ou pas. Je me souviens que j'ai commencé ma thérapie avec des dessins. Je venais avec des dessins ou des peintures. Et j'étais obligé de passer par ce média parce que je n'arrivais pas à parler, c'est trop difficile. Et là, vraiment, j'ai souffert parce que j'ai compris mon handicap de la relation et de la parole. Donc là, c'était un moment à la fois intéressant, mais en même temps assez dur. Ouais. C'est intéressant ce que vous dites à propos de la place de la symbolique quand on n'a pas les mots et, Oui. Et qu'il y a encore autre chose que d'avoir le corps, qui est avant le corps et à la place de la parole. Oui, c'est rare en fait que j'en entende parler dans l'univers gestaltiste où très souvent on part soit vers le corps, soit par l'esprit, mais j'aime beaucoup cette dimension symbolique que vous êtes en train d'évoquer comme ça. J'ai beaucoup, là j'en ai fait moins pendant le Covid, mais à une époque j'animais beaucoup de groupes avec le mandala. J'utilise beaucoup le mandala dans les groupes. C'est un support symbolique, universel et créatif qui est d'une puissance incroyable. Et vous dites que vous avez commencé il y a 9 ans, vous avez eu tout ce parcours. Je ne vous ai pas demandé votre âge. J'ai 27 ans, ça se voit, non? D'accord. Et vous vivez comment d'avoir 27 ans alors? Peu importe votre âge. Non, mais peu importe votre âge, si vous n'avez pas envie de le dire, vous ne le dites pas. Mais oui, j'ai comment 60 ans en fait. Je viens d'avoir 60. Ah, vous venez d'avoir 60 ans. Et comment alors vous vivez le fait d'avoir 60 ans? C'est Très comment mal. pour vous? Ah bon? Ah ouais, c'est pas du tout agréable. Non? J'avais même pas envie de mettre les bougies. C'est quand même la finitude quand même qui commence à se pointer et c'est assez désagréable. Je dirais pas que c'est la grande joie, quoi. Hein. Non. Par contre, ce qui est très joyeux, c'est assez paradoxal parce que
d'un côté, il y a la finitude qui arrive, et de l'autre, il y a tellement de libération et des sorties d'obligations de la vie courante que tout le monde a. Par exemple, avoir une vie familiale, s'occuper des enfants, on est beaucoup plus libre à 60 qu'à 40, où on est complètement mêlé dans les histoires d'éducation d'enfants, d'empressement d'aller au travail, de la vie courante. Là, c'est une vie presque luxueuse là, à mon âge. Et quelques années, même si je suis en retraite, je vais continuer à travailler, mais à mon rythme et avec plaisir, avec envie. Donc, d'un côté, la finitude, et de l'autre, le plaisir d'une espèce de liberté qui est en train de se pointer, qui est quand même pas désagréable. Oui. Moi, j'ai l'impression aussi, en vieillissant, je ne sais pas si c'est pour vous, et je ne sais pas pourquoi ça me vient là maintenant, mais sans doute que vous évoquez quelque chose aussi d'une liberté d'être soi-même. Est-ce que c'est quelque chose qui est juste à moi ou qui était là pour vous aussi? Bon, elle est aussi pour moi, bien sûr. Ouais. Liberté d'être. On peut pas être. Moi, j'estime que je n'ai pas pu être complètement moi-même par moment de ma vie, par les obligations habituelles de la vie. Et là, je me sens. La liberté est déjà une valeur assez importante pour moi, mais là, je crois que la liberté d'être soi-même, elle devient carrément fondamentale. Et ça fait une respiration, ça fait un nouveau souffle, ça fait un soulagement. Donc, je partage votre avis, Béatrice. Ah, mon expérience Et votre, de vieillissement. votre expérience de vieillissement, oui, bah oui. Et votre genre, comment est-ce que vous vivez votre genre, vous? Parce que c'est une autre façon. Le fait d'être un homme, apparemment. Oui, d'accord, genre homme-femme, d'accord. Oui. Okay. Eh bien, je le vis plutôt bien. Je suis assez tranquille de ce côté-là. J'ai vraiment pas beaucoup de problèmes de ce côté-là. Je me sens bien dans mon genre d'homme. Je me sens aussi une sensibilité par moments plutôt grande. D'ailleurs, c'était marrant, quand j'ai commencé ma thérapie, Pierre m'appelait Stéphane. Avec un E? Ouais, m'appelait Stéphane au lieu de Ah, Stéphane. Stéphane. J'ai cru parce que comme Parce votre que prénom s'écrit oui, sans le oui, E, oui, oui, je je me sais suis bien. demandé si symboliquement il avait rajouté le E. Ah Mais oui. en fait, plus j'avance dans l'âge et plus le genre masculin est présent et absolument pas problématique. Ce qui m'amène d'ailleurs dans ma pratique de thérapeute à compléter mes connaissances sur justement ce sujet-là, le genre et l'identité, de tas de gens actuels et beaucoup de jeunes pour qui cette question du genre est pas du tout si triviale que ça. Donc, je m'aperçois que j'ai vraiment un trou dans ma formation. Je ne sais pas, je ne saurais pas travailler cette matière pour l'instant. J'ai besoin d'ailleurs, je vais me former bientôt, en 2022, sur l'identité. L'identité, le genre, c'est une planète assez lointaine parce qu'elle n'est pas problématique pour moi. Je me sens assez bien dans mes baskets de ce côté-là. Mais est-ce que vous avez l'impression que le fait d'être un homme, j'imagine que c'est en discutant avec des femmes, mais est-ce que ça change votre perception du monde, le fait d'avoir été élevé comme un homme avec une représentation d'être un homme? Ou est-ce que non, vous vous sentez au-delà de ça? Dans mon cas particulier, ça a été complètement bouleversé. Je suis né avec donc un père officier commando parachutiste. Donc le fait d'être un homme impliquait un certain style éducatif, un certain style de rigueur, d'autorité et de vision du monde que je ne partage pas du tout, qui m'a obligé en fait, mon père m'a orienté vers un prototype masculin ultra rigide, on va dire. Oui, oui. Et stéréotypé. Et stéréotypé. Oui. Donc, en fait, je me suis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début de ma vie, en réaction à ça, je me suis mis plutôt dans le féminin. Oui. Donc, j'ai été plutôt dans l'autre polarité. Voilà, dans mes polarités, j'ai été plutôt sensible et féminin jusqu'à l'âge de à peu près 30 ans. Et en fait, j'ai pu récupérer mon masculin à l'âge de 30 ans, après quelques années de thérapie, avec du sens. Oui.
Et d'ailleurs, quand j'étais jeune, je ne voulais pas avoir d'enfant parce que j'avais peur d'avoir un garçon et j'avais peur de lui faire du mal. Ah oui. Parce que si c'est ce que j'ai vécu avec mon propre père, c'est pas la peine de faire des gosses. Donc, j'ai fait un peu de thérapie. Ensuite, j'ai eu une fille en première, un garçon en deuxième. Mais toujours est-il que j'avais cette crainte-là. Donc, du coup, mon genre à moi, quand j'étais très jeune, je ne sais pas trop si j'étais un garçon ou une fille, en fait. Hein. C'est pas si clair que ça. Mais ça s'est éclairci au fur et à mesure des années et des années de thérapie. Je suis devenu de plus en plus homme. Et à l'âge de 30 ans, justement dans le rapport aux femmes, justement, précisément, parce que j'avais une mère aussi un peu castratrice et froide. Donc, l'accès aux femmes était assez difficile, effrayant, dans les débuts de ma vie en tout cas. Oui. Donc tout ça s'est fluidifié vers l'âge de 30 ans où j'ai pu dire, tu vois, c'est pas grave, tu peux aller parler aux femmes, il n'y a pas de danger. Voilà. Donc tout ça s'est arrangé, on va dire, j'ai récupéré mon masculin, mais un masculin en relation avec les femmes et à égalité avec les femmes. Ouais. C'est celui-là que je continue à entretenir et que j'aime bien dans ma vie actuelle. Ouais. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, Ah, mais, Béatrice. tout à fait, je sais pas, il ne peut pas être bien ou mal, mais c'est vrai que c'est plus clair en fait pour moi. C'est vrai que, et je ne sais pas pourquoi en plus, de toute façon, Ça je vous est laisse, venu comme. mais ça m'est venu. Voilà. C'est Donc, arrivé comme ça, d'accord. c'est exactement, voilà, c'est ce que je me disais. Et vous parlez du. Là, on a parlé un petit peu des polarités, etc. Ça me fait penser au concept de la Gestalt. Et, dans votre parcours et votre formation à la Gestalt, quels sont les principes théoriques, points gestaltistes auxquels vous êtes attaché, que vous aimez, que vous utilisez particulièrement, avec lesquels vous êtes à l'aise? Enfin, c'est vaste aussi comme question, mais… Oui, c'est vaste, mais globalement, moi je trouve que travailler dans la phénoménologie, c'est un grand mot, mais travailler dans l'ici et maintenant, c'est vraiment fondamentalement réparateur. Moi, de ce que je peux comprendre de ma pratique de thérapeute, c'est que c'est vraiment l'ici et maintenant revécu différemment de ce qui s'est passé avant, qui fait qu'on peut réparer quelque chose. Notamment dans les groupes, c'est flagrant, on construit des relations qui sont différentes de ce qu'on a vécu avant. C'est vraiment cette possibilité de nouveauté à chaque instant. Vraiment, moi, si je devais dire la chose la plus fondamentale de la Gestalt que je trouve géniale, c'est cette possibilité de créativité, de nouveau, et donc de réparation possible, dans certaines limites, bien sûr, hein, avec des personnalités très blessées ou dans un état grave, c'est autre chose, mais avec un certain nombre de personnes, en tout cas, il est relativement facile de reprogrammer le cerveau avec des nouveaux schémas relationnels. Et l'ici et maintenant, je trouve, est absolument génial. Voilà. Ça, c'est le premier point que j'adore de la Gestalt et que j'utilise tout le temps. Moi, j'utilise beaucoup le psychocorporel, j'adore ça, et j'utilise beaucoup la résonance corporelle. Mais la résonance la résonance corporelle. J'avais fait un stage il y a quelques années avec Juliana Appelhopper, une gestaltiste berlinoise, qui travaille vraiment sur vraiment la résonance corporelle. C'est-à-dire vraiment, c'est l'awareness, mais vraiment, où c'est à fond, quoi. Vraiment, par exemple, si quelqu'un croise les doigts en face de moi, je croise les doigts, juste pour voir ce que ça fait. Ah oui. Voilà, la résonance. Qu'est-ce que me fait à l'instant présent chaque chose qui émane de l'autre? Et je me rends compte à quel point c'est éclaircissant pour l'autre de dire, ah bah tiens, là, quand vous croisez les doigts, moi, ça me donne envie de les croiser aussi. Je ne sais pas pourquoi, je penche le corps en avant, là, je ne sais pas ce qui se passe, mais donc j'utilise beaucoup la résonance. C'est vraiment un deuxième axe que j'utilise beaucoup. Qu'est-ce que j'utilise aussi beaucoup? J'utilise beaucoup la relation, hein, la présence à l'autre. J'ai des petits outils que j'aime bien, comme la ceinture de judo, par exemple, pour faire le lien à l'autre. J'utilise souvent une ceinture dont je donne une partie à l'autre et je garde, et puis je fais moduler la qualité du lien pour réapprendre la permanence du lien, par exemple. J'aime aussi beaucoup la créativité et l'autorisation de la créativité en Gestalt. Je travaille avec les mandalas, je travaille avec la peinture, je
avec le découpage-collage. J'aimerais bien travailler, je n'ai pas encore fait dans ma vie, mais j'aimerais bien travailler avec la danse, mais, par exemple. Voilà. Des choses encore à explorer. Oh là. Et l'autre chose que j'aurais envie de dire, c'est que c'est très important pour moi de ne pas déconnecter la gestalt thérapie de tout ce qui s'est passé avant ou de toutes les théories qu'il y a eu avant. J'ai un axe de recherche important pour moi qui est une espèce de cohérence dans l'histoire de la thérapie. On vient de quelque part, la gestalt thérapie, ça vient de quelque part. Ça peut venir de Reich, ça peut venir de Ferenczi, ça peut venir de Freud, ça peut venir d'un certain nombre d'auteurs ou d'autres plus récents, mais j'aime bien l'idée de me mettre en lien avec d'autres approches pour comprendre justement notre spécificité, que je trouve toujours que la Gestalt est géniale, parce que je n'ai pas changé d'avis. C'est intéressant que vous disiez ça. Me suis plongée dans Paul Tillich, et je sais, Laura Pearls avait beaucoup assisté à ces conférences. On en parle assez peu. Et j'ai la même sensation d'évidence et de reliance en me disant, mais oui, bien sûr qu'elle a écouté ça, bien sûr que ça a résonné pour elle, et bien sûr que du coup, ça nous imprègne. Et oui, c'est un petit peu comme être relié aussi, je crois, dans cette idée d'être relié au monde, mais d'être relié aussi à avant, me paraît important dans ce que vous dites. Bien sûr. Et en fait, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a deux plans en fait pour moi. Il y a le plan des connaissances qui est en arrière-plan et il y a le plan d'ici et maintenant dans le travail thérapeutique immédiat. Il y a la personne qui est en face de moi n'est pas censée savoir ou ne sait pas forcément tout ce que je peux tisser comme lien à moi à l'intérieur, mais qui sont quand même à son service. On peut connaître l'histoire de la théorie de l'attachement, mais pas forcément en parler de façon comme ça. Voilà. En tout cas, c'est présent, c'est là. Oui, ça fait partie de notre fond. Ça fait partie du fond, voilà, c'est ça. Il y a le fond, moi j'ai une arrière-boutique, j'ai un fond, et puis il y a ce qui se passe dans la vraie vie avec l'autre, qui est libre, qui est spontané. Ouais. Et justement, cette résonance que vous utilisez dans l'awareness, cette façon d'être ici et maintenant, pour vous personnellement, comment ça, la Gestalt, par rapport aux autres thérapies que vous avez peut-être fait, vous avez parlé de la psychanalyse, mais en quoi la Gestalt en soi vous a affecté, vous affecte encore? En quoi est-ce que c'est juste la psychologie ou c'est vraiment la Gestalt et quoi sur vous, en vous, ça agit? Ah, mais c'est sur moi et en moi, comme on parle souvent, nous autres, les gestaltistes, d'être thérapeutes, comme dans d'autres approches humanistes. Pour moi, je suis ça, j'ai ça dans la peau. C'est-à-dire, je suis dans l'ici et maintenant, au maximum. Oui. J'utilise la respiration, j'utilise l'awareness pour moi-même. C'est une façon de concevoir la vie dans laquelle, je dirais, il y a une espèce de nouveau en permanence. Il y a aussi, quoi d'autre? Eh ben, je sais pas, une nouveauté possible, un espoir permanent. Ça met de la vie. La gestalt met de la vie et à l'intérieur de moi, la gestalt la met de la vie. Et sinon, je pense que je serais mort depuis longtemps si je n'avais pas rencontré la gestalt. Elle met de la vie. La gestalt met de la vie à chaque instant de ma vie. Et dans ma façon d'être avec les autres, je suis gestaltiste, même si ce n'est pas mes patients. Je suis quand même gestaltiste dans ma manière d'être. Je crois que je suis avec ma femme ou avec ma fille. Je suis sensible au mot espoir que vous mettez, surtout, c'est la fin de la semaine pour moi, j'ai eu beaucoup de patients, de jeunes patients qui sont très affectés par l'état du monde et pour qui sont souvent un peu perdus et qui perdent espoir. Je me disais que comment moi rester avec un pied dans l'espoir et pas me laisser entraîner aussi. Ça, je suis très sensible aux mots que vous utilisez, que la nouveauté amène, enfin cette posture qui est d'attendre. Enfin, moi, je le vis comme ça, c'est d'attendre en fait la nouveauté, d'être tourné vers, amène en même temps de l'espoir. Oui, tourner vers la nouveauté. Oui. C'est ce qui me motive à chaque séance, et ce qui fait que on peut ne jamais s'ennuyer. Personnellement, moi, je ne m'ennuie jamais dans une séance de Gestalt. C'est très rare que je m'ennuie parce que je suis orienté vers le nouveau, vers la création,
qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que ce qu'on a fait déjà avec ce qu'on a déjà vu ensemble. Oui. Et moi, je suis très souvent surpris. Ça me fait penser à un truc. Je crois qu'une des choses qui me surprennent le plus dans ma pratique de thérapeute, c'est comment les gens s'en sortent. Il y a des moments, il y a des déclics chez l'autre. Et je suis souvent complètement étonné, je suis surpris de interpeller, de voir un jour, ça arrive, paf, ah ben ça va mieux là, hein. Oh, j'ai repris goût à la vie, j'ai retrouvé un travail, on sait pas, on ne maîtrise pas, moi je ne maîtrise pas l'instant où ça peut arriver, ça va arriver. Et comme disait Pierre Janin, on n'est jamais à l'abri d'un coup de peau. C'est vraiment, c'est Mais vraiment ça qui arrive, je trouve, et j'adore ça. J'adore quand ça arrive et que la personne me dit bah, ça va mieux. Puis en plus, après, elle me dit merci beaucoup, bah, c'est valorisant et c'est super agréable. Mais il y a une espèce de surprise permanente dans ce métier et ça marche à l'envers aussi, hein. Des fois, ça prend très longtemps pour créer une alliance thérapeutique, oui, ou ça prend très longtemps pour commencer à accéder aux émotions. oui. Comment commencer à accéder au monde émotionnel pour certains, notamment chez les personnes qui ont l'intellectualisation comme mécanisme de défense. Nous avons pas mal d'exemplaires. Des fois, ça met des plombs, mais des fois, ça va plus vite que ce qu'on croit. Voilà, et c'est très agréable. J'étais en train de penser en vous écoutant que être centré à chaque séance sur la petite nouveauté nous aide à avoir la patience d'attendre le mouvement qui va se faire, qui ne nous appartient pas, qui nous rend humbles, parce que justement, ce n'est pas à nous et que nous avons juste la liberté d'être là le plus présent possible à l'autre, et en même temps, il y a une liberté extraordinaire pour l'autre d'être prêt au changement quand lui est prêt, et que ça c'est pas à nous. Je trouve que, Ça je ne sais nous pas, ça appartient me... pas. Oui, mais ça me Ouais. parle bien ce que vous me dites là. Ça ne nous appartient pas, en fait. Il y a aussi dans ce que vous avez dit un truc moi, que j'aime bien, c'est que c'est la notion du temps. Le temps ne compte pas. Voilà, c'est ça. On est en séance avec une personne, ça avance. Les choses avancent. On est sans arrêt à l'affût des petits signes. Ça me rappelle une séance que j'ai faite il y a peu de temps avec une personne assez dépressive qui me dit ah bah tiens, je me suis remis à faire tel truc. Ah, voilà, ça commence. Ah, ça y est, voilà. Il y a un micro-mouvement grand comme ça que la personne ne voit pas comme un grand mouvement, mais nous autres, les thérapeutes, on dit bah dis donc, il se passe quelque chose là. Ouais. Et l'espoir revient pour nous aussi. Et l'espoir revient pour nous aussi. Ouais. L'espoir pour nous, pour elle. Tu me dis que tu fais du groupe. Tiens, je passe au tutoiement, c'est OK. Oh, Voilà. bien. Tu me dis, j'adore que c'est vraiment... tu dis que donc tu fais du groupe, tu es superviseur. Depuis peu, hein, c'est tout neuf. Depuis peu, tu es superviseur. Tu as ta pratique en cabinet, en individuel. Tu travailles avec quel genre de public, et puis qu'est-ce que tu fais d'autre avec la Gestalt? Ce que je travaille avec quel type de public? Je travaille avec tous les humains entre 16 et 76 ans, on va dire, pour faire simple. Oui. Donc, pas les enfants. Non, je ne prends pas les enfants, je trouve que je ne suis pas assez formé pour ça. Je ne pense pas avoir les bons outils et je manque de quelque chose. Je manque de quelque chose pour prendre en charge les enfants. Je ne le fais pas. Je ne prends pas non plus les préados parce que ça m'agace. Je n'ai pas la patience. Mais à partir de 16-17, je trouve que c'est déjà... Moi, je trouve que les humains sont des jeunes adultes en ce moment à 16-17 ans. Je ne vois pas beaucoup d'écart entre un jeune qui a 16 et un qui a 20. C'est pas si clair que même ça. 30. Même 30 parfois. Même 30, oui. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est vraiment une tranche, ça, les 16-30. C'est vraiment une tranche de... bon, en ce moment, moi, ce que j'ai, c'est beaucoup de jeunes avec des questions existentielles sur la vie, la perte de sens. La souffrance, la solitude, la perte de sens, c'est vraiment les manques de repères, c'est vraiment caractéristique en ce moment. Les gens que je peux recevoir, je ne sais pas si c'est comme ça pour toi. Mais... Oh, mais pareil, je me rends compte à quel point... c'est marrant, j'en parlais avec mon mari hier en disant, entre le moment où moi j'ai été formée, il y a 20 ans, et maintenant,
Je trouve je dois me réinventer comme thérapeute parce que je suis bouleversée en tant que thérapeute devant le changement de personnes qui viennent me voir et les questions qu'ils ont. C'est qu'il y a vraiment quelque chose, des questions, comme tu disais, la question du genre, la Ah question oui, le rapport avec le fait d'être victime, et qui me met beaucoup en travail et en pensée sur, nous, la formation qu'on a eue sur la responsabilité et ces polarités-là. exactement. Ouais, la responsabilité, c'est très, très, très. Je vois beaucoup ça avec les jeunes consommateurs de cannabis qui sont assez déresponsabilisés, qui sont dans un monde un peu flou et cotonneux. Oui, donc je trouve qu'on a Le- des affaires avec, et puis la technologie, Internet, moi je Ah travaille bah, principalement pareil, comme hein. ça, et je pense que ça vient tellement affecter la représentation de soi, et donc oui, enfin moi j'imagine que j'ai un travail de recherche, et je vois que toi aussi tu as un travail de recherche, de remise en question de notre façon d'aborder C'est notre permanent. clientèle. Bon, Ouais. je dirais que c'est à la fois passionnant et épuisant. C'est un travail de recherche permanent. Moi, je suis branché sur la recherche, hein. Euh, je te dirai ça tout à l'heure, mais il y a plusieurs aspects qui m'intéressent dans la recherche. Euh, je trouve aussi que tout est en mouvement. Et par exemple, tu parlais de formation il y a 20 ans. Moi, c'était fin des années 2010. Enfin, non, c'était en 2010 ou 2009. Ça a commencé en 2008-2009. Il n'y avait par exemple aucune formation sur le genre. Bah oui, bah oui, Ça non, n'existait même pas. non. Nous autres, les plus anciens, on est confrontés à mais c'est quoi leur truc avec le genre là? Alors bon, il y a des questions visiblement que je ne me suis pas posées, qui n'existaient même pas, Non. mais qui existent pour les jeunes. Comment faire d'autre, quoi faire d'autre que d'aller les travailler? Je veux dire, on est un petit peu obligé quand même. Oui, bien sûr. Sinon, on ne peut pas répondre. Le genre, l'orientation sexuelle, qui est tout L'orientation flou sexuelle, c'est aussi. pareil, hein. Ouais. Il y a une espèce de avant, j'ai l'impression qu'avant, il y avait un espèce de choix entre l'homosexualité et l'hétérosexualité. Maintenant, on est dans quelque chose de beaucoup plus flou que ça. On est plutôt dans une espèce, même bisexualité, c'est déjà un terme qui est déjà presque dépassé. Il y a une espèce d'ouverture tous azimuts dans la relation à l'autre. C'est la relation à l'autre qui compte. Le sexe de la personne, à la limite, Oui, ça fait du flou sur soi, ça fait du flou aussi sur qu'est-ce que c'est que la relation. Et c'est vrai que moi, je disais à mon mari, c'est vrai que finalement, je fais beaucoup plus de psychopédagogie que je n'en faisais avant. Et en fait, il y a quand même. Et puis en même temps, ça me remet énormément en question. Ils m'apprennent beaucoup avec leurs questions. C'est une autre forme de relation qu'on a, qui est peut-être pour moi très honnête aussi, dans le sens où je ne peux pas être celle qui sait, je suis en questionnement avec eux, et c'est intéressant c'est aussi ce qui se passe en thérapie quand on est dans cette posture-là. je me sens pas être autrement que non sachant. Je suis pas Mm. obligatoirement, je ne sais pas. Quand je Mm. commence à travailler avec quelqu'un, je ne sais pas. Et encore plus avec les jeunes, parce qu'il y a des nouveautés dans dans l'âge du monde qui avance. Il y a des choses qui n'existaient pas de mon temps. Donc donc oui, c'est une remise en question quasi permanente. J'ai fait une formation de superviseur. Juste avant, fait un travail sur les techniques de trauma, le somatic experiencing. Et puis, juste après, là, je vais faire sur l'identité sexuelle. Et juste après, j'aimerais faire autre chose de beaucoup plus large que ça, qui me tient à cœur, qui est l'ouverture au monde du chamanisme et du transpersonnel. Mais bon, ça sera peut-être pas tout à fait pour demain matin, mais en tout cas, moi, je suis très intéressé par le monde de l'intuition et de la médiumnité et du chamanisme et toutes ces questions-là. Je travaille beaucoup avec mon intuition. Je suis un grand intuitif. Donc, ce monde-là m'intéresse beaucoup. Justement, c'est pas une question qui est dans celle que je pose habituellement, mais qui me vient, c'est si tu devais te décrire comme thérapeute, si tu devais dire quel genre de thérapeute tu es, juste ici et maintenant aujourd'hui, hein, c'est pas pour toujours. Demain, je sais que tu peux en Oui, dire autre oui. chose, mais qu'est-ce que tu dirais de toi? Ben, moi, je me réfère toujours à un écrit dire un truc de Jung, Carl Gustav Jung, qui décrit les types de personnalités. Je ne sais pas si tu connais, pensée, sensation, sentiment, intuition. Et moi, je suis du type clairement intuitif, c'est-à-dire que mon approche est intuitive. Je me sers de mon cerveau à peu près tout le temps, mais ce qui me met sur la voie, c'est toujours l'intuition. J'ai plein de questions qui m'arrivent et je me dis,
mais je pourrais, mais ça va être intéressant. Mais je te donne juste la question, mais tu n'es pas obligé d'y répondre. Mais du coup, ça m'intéresserait de parler de la différence entre l'intuition et l'awareness. Et si, et- Ah oui, l'awareness, c'est ce qui se passe dans le présent, dans le corps, dans la relation immédiate. Et l'intuition, c'est une perception d'un espace-temps ailleurs. Euh, dans l'intuition, on perçoit l'espace-temps soit avant, soit après. Donc, on n'est clairement pas du tout dans le même. Quand on est dans le domaine de l'intuition, on se sépare de l'espace-temps. En fait. Ok, tu réponds très bien. Très précisément à ma question. Et sinon, dans le domaine tu parlais tout à l'heure de la recherche, en fait, moi, j'ai un domaine de recherche en ce moment. Je suis en train de tenter de préparer une formation sur l'histoire des courants psychanalytiques. Je voudrais créer une sorte de mind map géant de tous les courants depuis qu'ils existent, c'est-à-dire depuis Freud. Ça, c'est un premier. C'est une super idée. Ah ouais, ça t'intéresse? Ah oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que j'avais essayé, j'avais commencé et j'ai été débordée par le travail que c'est. Je me dis, c'est énorme, c'est un boulot gigantesque. C'est gigantesque, mais passionnant. Et je pense que ce serait. Et moi qui suis très visuelle, ça me permettrait tellement de voir où je suis dans cette carte et j'aime beaucoup, beaucoup les mind maps. Et du coup, je me disais, et puis pour nos étudiants, ce serait tellement simple de voir et pour eux de jongler avec les concepts, de regarder finalement comment ça a été mangé et digéré par la Gestalt et quelle est l'essence qui en est ressortie. Ce serait... Pour moi, c'est fondamental. Pardon, je t'ai coupé. Ah, je t'en prie. C'est Je ton me disais, interview. oui, mais quand même, c'est pas une raison. Comment dire? Alors, je suis en train de commencer avec des PowerPoint, en fait. Je travaille sur Freud, j'ai presque fini. Là, je suis en train d'étudier Mélanie Klein. Je le fais sur Karl Abraham, sur Anna Freud, sur Jung, sur qui on veut. L'idée, c'est que je vais commencer par des PowerPoint et ensuite, plus tard, je vais faire des mind maps pour donner une espèce de cartographie des concepts. Moi, je trouve que ça manque un peu dans nos écoles. Moi, c'est-à-dire que j'ai fait une licence de psycho quand même avant d'être gestaltiste. Oui. Donc ça m'a donné un petit peu à manger et ça m'a donné aussi le goût de l'historique, de l'histoire de la psychologie. J'ai très, très envie, j'aimerais beaucoup faire des cours, dispenser des cours aux futurs thérapeutes sur qu'est-ce qu'il a fait, Freud, déjà? Ah oui. Voilà, exactement. Et c'est vrai que je pense que c'est une super idée. C'est ton next alors. C'est ton Oui, c'est mon next. next. Oui, c'est un des next. Un des next. Voilà. Et puis, parce qu'il y a en plus de ça, en parallèle avec ça, je fais une recherche aussi par thème et je suis en train de commencer à travailler sur le narcissisme et la prise en compte des problématiques narcissiques, aussi bien de faiblesse d'estime de soi ou d'excès d'estime de soi. Donc ça, je fais une recherche en fait par histoire et un autre type de recherche par domaine. J'en voudrais faire une sur le narcissisme, une autre sur la notion d'inconscient et de non conscient. Enfin, j'ai plusieurs projets comme ça de ce genre-là. Une autre sur l'agressivité et la colère, qui est un truc quand même assez énorme. Donc j'ai plein de projets de recherche en cours, mais le principal pour l'instant, c'est l'histoire des courants psychanalytiques. Et celui-là, j'aimerais vraiment en faire quelque chose. En tout cas, je veux bien quand tu auras fini, je veux bien être au courant. Hein. Bah écoute, je peux même avant que j'ai fini, parce que ça va être dans X années, si ça t'intéresse, on pourra en reparler. Absolument, oui. Oui. Ce sera avec plaisir. On peut même faire un programme d'enseignement un peu à deux, où on peut imaginer plein de trucs. Ah oui, tout à fait, ça peut être très intéressant. Tu penses qu'il y a une communauté gestaltiste? Est-ce qu'il y a une communauté gestaltiste? Oui, pour toi. Rien. Et si oui, est-ce que tu as l'impression que tu en fais partie? Je ne suis pas sûr. Très honnêtement, moi, dans les problèmes qui me restent à régler dans ma vie, c'est ma faiblesse dans la vie sociale. Je ne suis pas un être social très élaboré. Et donc, déjà, ça, je ne sais pas très bien faire. Donc, la notion de communauté, pour moi, c'est dur. Mais en plus, je trouve que chaque gestaltiste est tellement différent des autres. Enfin, c'est une personne avant d'être partie d'une communauté gestaltiste, c'est une personne. Donc moi, à cet aspect-là, à la limite, l'aspect que chacun est ce qu'il est pour lui-même, ça m'intéresse plus que d'appartenir à une communauté.
Néanmoins, ce n'est pas inintéressant non plus, la communauté, mais moi, je suis plus sensible à l'individuation qu'à la communauté. Mais je suis assez... C'est pas un sujet facile pour moi. Ça va pas trop bien... J'en suis à peu près là, mais tu vois, c'est un peu flou. Oui, bon, ben, c'est flou. Ouais. Et est-ce que tu as un souhait pour, on parlait de ton next à toi, mais est-ce que tu as un souhait pour le next de la Gestalt? Oui, j'en ai un très clair, c'est qu'on ait une reconnaissance de métier. C'est vraiment quelque chose qui m'agace très, 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 très profondément de se faire jeter dans nos demandes de RNCP successives. Il y en a encore une il n'y a pas longtemps qui s'est fait mettre dehors. Une demande. Donc j'aimerais tellement qu'on soit reconnu. C'est une question aussi pour moi à laquelle je ne vais pas pouvoir répondre tout seul parce que c'est très compliqué, mais je pense qu'un jour ou l'autre, il va quand même falloir s'attaquer à ce problème-là, la reconnaissance de notre métier. Quand même, dans d'autres pays, quand on est gestalt thérapeute, on peut travailler à l'hôpital. C'est le cas en Angleterre, par exemple. J'ai une collègue anglaise qui est thérapeute humaniste, elle peut travailler à l'hôpital. Ça ne risque pas de nous arriver à nous autres, les Français. Donc la reconnaissance du métier, pour moi, aurait énormément de sens. Le deuxième aspect, c'est la prise en charge par les mutuelles. Parce qu'en fait, c'est quand même une évidence que quand on travaille sur soi, on est moins malade. Donc, il y a quand même un investissement à faire évident de la part de la communauté, de l'État, une compréhension à avoir sur le fait que si les gens s'occupent d'eux, ils vont être moins malades. Et donc, le fait que les mutuelles pourraient payer les thérapies, moi, je trouve que ce serait bien, parce que ça ferait moins de frais de mutuelle par ailleurs. Ça éviterait que les gens aient des cancers ou des maladies auto-immunes ou autre chose de ce genre. Donc ça, c'est une question qui me taraude, qui me travaille. Et peut-être c'est une question sur laquelle je pourrais rejoindre une communauté, justement. Sur construire un lobby de gestalt thérapeutes pour être connu, pour peut-être aller à l'Assemblée nationale ou je ne sais où, pour dire « Eh merde, on existe, on s'occupe des gens, les gens sont contents quand ils sortent de notre cabinet en général, on fait du bien aux gens. » Donc voilà, ça c'est une des questions que je trouve assez importante et qui est plutôt malmenée en ce moment. Alors, il y a une question qui reste, c'est intéressant qu'elle reste parce que je ne la trouve pas reliée à quoi que ce soit. Bon, allons-y. Et du coup, je me dis que peut-être que ce n'est pas un hasard et que peut-être que, si tu y réponds, si tu as envie d'y répondre, ça va faire sens avec ce qu'on a dit avant, je ne sais pas. Okay. La question, c'est quel est ton rapport au pouvoir et au privilège? Eh bien, moi, je crois, il me semble, en dehors des zones de pouvoir. J'aime pas la prise de pouvoir parce que c'est lié à mon histoire, en fait. Hein. Il y a eu des abus de pouvoir sur moi dans mon histoire et je déteste ça. Et je suis plutôt dans une zone, si possible, de non-pouvoir. Et alors, les privilèges, c'est encore plus problématique. La notion qu'il y ait des privilèges pour certains et pas pour d'autres, c'est grave. Alors, je distingue bien le pouvoir de l'autorité. Par exemple, dans ma pratique, j'ai des chefs d'entreprise qui ont une autorité naturelle et qui sont extrêmement bienveillants. Et ça, c'est pas le pouvoir, c'est l'autorité normale. Mais le pouvoir, oui, en fait, c'est le sens de l'abus de pouvoir qui me dérange, évidemment. Et le fait d'avoir du pouvoir, c'est assez lointain de moi, en fait. Je me sens pas très concerné par les questions de pouvoir. Je n'aime pas tellement le monde dans lequel on est et je fais mes petites affaires dans mon cabinet à Rouen. Voilà, ça marche plutôt bien, les gens sont contents, ça va très bien. J'ai pas plus envie de m'intéresser au reste que ça. Parce que j'y comprends rien, ça me dépasse, ça me fait peur, c'est trop violent. Malheureusement, le pouvoir est souvent synonyme d'abus de pouvoir. Ok. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, qu'est-ce que tu aurais voulu que je te pose ou... Ouais, déjà comme ça. Là, ça ne me vient pas. Là. Ça ne vient pas.
Ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose, maintenant qu'on a tout fini l'interview, oups, pardon, parce qu'on est arrivé au bout, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur une des questions que je t'ai posées, de compléter, de modifier, d'éclaircir avant de clore? J'encourage beaucoup de jeunes à devenir gestalt thérapeutes. Il y a besoin. La population est malade. Ouais. Et souvent, il ne faut pas forcément faire énormément de choses pour que ça aille mieux. On a vraiment besoin de jeunes qui se lancent dans la gestalt et qui fassent du bien aux autres. Et j'encourage et je soutiens et j'aide. Ok. Voilà. Eh ben, merci beaucoup d'avoir accepté, d'avoir pris le temps. Ben, merci à toi, Béatrice. Entretien très, très chouette, très tranquille. Et puis, je vais arrêter l'enregistrement et puis D'accord, libre à nous de continuer ailleurs et autrement. ça marche. À bientôt. À bientôt, Béatrice.